crème. Ça fait longtemps. Ouais, Comment ça ça va? va très bien. Ouais, là, on a fait des podcasts seuls un peu. Ben, tu sais, je sais pas. On se coordonnait, en fait. Là, on s'est divisé un peu la tâche. Puis le podcast la semaine passée, il y a eu 700 views, ce qui est comme un record. Puis je sais pas ce que j'ai fait de bien. Là. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé dans le dernier podcast parce que c'est juste moi qui jase de char devant mon écran d'ordi. Mais c'est pas important. Mais là, cette semaine, on a un sujet dédié, en fait, à la stratégie électrique de Toyota. Parce que, tu sais, des fois, il y a des choses qu'on comprend, des choses qu'on comprend pas. Là, en plus, un, on comprend pas ce qu'ils font, puis deux, on n'est pas d'accord. Fait que ça va donner un excellent podcast cette semaine. Donc, comme on sait, Alex, le Toyota RAV4 Prime est comme le Saint Graal c'est des ton voitures, Saint Graal. à mon avis, c'est pas le en mien, ce moment. c'est le tien. Ouais. C'est mon Saint Graal à moi, pour mon cas d'utilisation, parce que avec ce que je fais, puis j'aime ça aller dans le bois, puis traîner mon VTT, des choses comme ça, sur des chemins forestiers, sur des longues distances, c'est l'hiver. Mais je vais dire quelque chose, un hybride branchable. Je comprends qu'un VUS hybride branchable avec un 75 à 90 km d'autonomie, là, c'est parfait pour tous les cas d'utilisation au Québec. Je comprends. Juste que moi, je me rallie pas derrière l'idée que tu dois attendre 4 ans pour en avoir. Ben c'est ça. Puis c'est pas que. Je n'ai pas commandé de RAV4 Prime, là, mais c'est pas que je veux pas une auto 100% électrique, c'est que je fais le choix d'avoir juste une auto dans ma famille. Puis si j'en ai juste une, je peux pas avoir à un prix raisonnable un auto électrique qui répond à mes besoins aujourd'hui. Le RAV4 Prime de base, l'XLE, ça répondrait comme à tout, ça cocherait comme toutes les cases. Mais comme on sait, c'est 4 ans d'attente en ce moment. Ce qui est il va changer de génération avant de changer de génération d'ici là. Puis ils sont vendus au compte-gouttes. Puis Toyota livre 3 fois plus, je pense en Q1 de cette année. Ils ont livré 3 fois plus de Prius Prime que de RAV4 Prime. La demande, c'est. Qui te parle de je veux dire, qui te parle de la Prius Prime? Tout le monde, je veux dire, il y en a, ça les gens sont probablement satisfaits. J'aime tellement la vitre en arrière. Là. Les gens qui en ont sont sûrement satisfaits, mais on s'entend, la demande pour la Prius Prime est clairement largement inférieure à celle du RAV4 Prime, qui est pourtant vendue 3 fois moins. Mais là, je vais juste partager mon écran, puis je vais vous montrer, si vous faites une recherche pour un RAV4 Prime sur, en fait, sur les packs, là, ou n'importe qui, Gigi, ou Facebook Marketplace, le modèle de base, c'est le SE, parce que le SE qui est 45 000 plus transport et préparation, puis le modèle XSE qui est, je pense, 8 000 de plus. Regarde ça, Alex. Un 2021 usagé, 68 000 Fait que dans le fond, il est vendu 23 000 de plus qu'un neuf sur lequel il y a 13 000 de subvention. Fait qu'en fait, là, parce que tu es avec les subventions qui soustrait ça, là, c'est après taxe, là, mais essentiellement, c'est deux fois le prix d'un neuf. C'est 2 fois. Je sais. Mais, Gab, il y a de la surenchère sur tous les modèles. Là, je veux dire, tu regarderais sur les Tesla Model 3, puis s'il y a des gens qui vendent des 4 usagés, là, c'est débile. Écoute, en tout cas, là, c'est juste plus un segment d'opinion, si tu veux. Si vous cherchez un RAV4 Prime, là, je vous invite, là, d'un point de vue éthique puis moral, à ne pas en acheter un à 68 000 parce que vous faites juste contribuer au problème, exactement, là, parce que ça n'a pas de bon sens. En tout cas, du moins, c'est mon avis. Fait que ça couvre le RAV4 Prime, que je pense que c'est une bonne auto. Mais là, on va parler du BZ4X, puis après ça, on va parler de la stratégie de Toyota en général. Puis juste avant, Gab, je voulais t'arrêter sur quelque chose, parce que la semaine, là, 2 semaines dans ton podcast un peu capoté, là, que de nulle part, ça a sorti, puis il y a eu beaucoup de vues, puis on est très satisfait. Il y a un YouTuber québécois qui s'appelle Yann Fleurin, qui nous a fait un shout-out, qui nous a présenté dans son podcast. Fait qu'on le salue, on s'est abonné à sa chaîne via Plus de Millage, puis on est bien content parce que c'est super intéressant ce qu'il fait. On va lui dire salut. Ben oui, puis je pense que, en tout cas, ce qui nous a distingué, c'est peut-être que plutôt que de juste rapporter ce qu'il y avait dans les nouvelles, ben on a été regarder ce qui était écrit dans le budget. Puis là, finalement, il manquait une coupe d'infos, puis il y a des gens, là, entre autres, de l'Association des véhicules électriques du Québec qui ont été chercher comme des compléments d'information. Ils ont écrit au ministère, puis ils ont eu des réponses. Là. Puis dans le passé, j'ai écrit plein de choses au ministre des Transports, puis j'ai tout le temps eu des réponses à mes questions débiles. Là. Entre autres, quand j'ai expliqué que je voulais créer une classe de véhicule qui était un VTT avec des clignotants que tu peux rouler dans la rue, qui est compté comme un scooter, mais comme en France, mais ils m'ont dit que c'était pas dans leur plan. En tout cas, fait que, c'est ça, c'est un sujet intéressant. Fait que là, merci à Yann Florent, c'est ça son nom, qui est plus abonné que nous autres d'avoir parlé de nous, puis on est content de créer du contenu qui vous intéresse. Fait que là, parlant de recherche, j'aime ça, comme je dis, taper exactement ce que je cherche dans Google, puis
généralement, au moins 2-3 fois par semaine, j'essaie de regarder c'est quoi le prix du BZ4X parce que ça m'intéresse. Puis là, j'ai vu sur un groupe Facebook de gens qui aiment les BZ4X au Québec des screenshots du site de RPM Web. Puis, mais j'ai pas trouvé la page. Fait que là, je vais comme vous montrer ce que j'ai vu. Ce n'est que spéculation. Attention, on met un disclaimer. Oui, là, on s'entend, là, on lève ou on abaisse le voile de la spéculation. Puis c'est du divertissement qu'on fait en ce moment, c'est pas de l'information. Donc, fait que là, j'étais sur Facebook, puis là, il y a quelqu'un qui a posté, le gars, comment il s'appelle? Il s'appelle Martin avec un A majuscule Bibo. Il a posté des screenshots de la page de RPM Web qui présenterait le prix des différents modèles. Le prix des différentes versions du BZ4X. Puis, on s'entend, tout le monde croit ou s'attend à ce que le modèle de base qui va être traction coûte 45 000 $ plus transport. Comme à peu près tous les véhicules électriques de nouvelle génération au Québec. On s'entend là-dessus. Oui, exactement. Tout le monde est 45 000. Puis, en fait, il y a une part de ça qui est que les mesures en place par le gouvernement fédéral favorisent le fait d'abaisser un peu le prix des versions de base ou incite les constructeurs à mettre des versions de base moins chères. Puis souvent, les versions de base de ces véhicules-là, au taux de change actuel, reviennent moins cher qu'aux États-Unis. Fait que veux pas, c'est positif. Là. Dans une certaine mesure, ça a un impact qui est positif, mais Tesla, c'est comme ressorti de ça. Polestar, ils ont mis leur prix de base à 47 000. 49 avec transport. Pas d'accord, là, Ouais, c'est ça. Il aurait pu la on fait une pause Polestar, malheureusement. Véhicule que j'adore, vous savez, là, je suis un petit peu on a chacun nos camps. Toyota, moi c'est Volvo, c'est correct. Mais un Polestar 2 équipé comme une Tesla Model 3 ou un Ioniq 5 ou un ID4 équivalent, ça coûte le prix d'une Tesla Model 3. Fait que c'est pas moins cher parce que vous devez ajouter la thermopompe qui est dans une option à 8 000 $ et toutes les aides à la conduite qui viennent standard sur toutes les autres. À 5 000. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont le prendre sans la thermopompe. Mais là, maintenant qu'on revient au BZ4X, là, je ne sais pas si tu vois, la version L, donc traction de base, 46 910, donc, moins de transport d'opération, probablement 45 000, donc avec les subventions comme tout le monde. Mais là, c'est à partir de là que ça commence à être problématique parce que généralement, dans un Toyota, mettons un RAV4 hybride, un RAV4 hybride, c'est juste comme 1 500 2 000 $ de plus qu'un RAV4 à essence, puis ça ajoute entre autres le moteur en arrière qui fait la traction intégrale. Mais fait qu'on s'attendrait à ce que le modèle de la traction intégrale soit comme 48 000 $, mais c'est pas ça. Parce que le LE, qui est aussi traction, ça, on s'entend, là, le L, là, en ce moment, là, tu ne peux pas acheter un RAV4 à essence L. Ça n'existe pas. La version L est éliminée de la plupart des modèles Toyota parce que c'est trop de base. Parce que dans un LE, tu n'as même pas la climatisation automatique. Là, on s'entend. Là. Fait que L, c'est vraiment de base. Là. Je pense que juste la Corolla qui existe toujours en version L. C'est vraiment, vraiment de base. Là. C'est très... Puis, de ce que je comprends, aux États-Unis, la version de base, c'est XLE traction. Donc, un peu comme la Golf CL qui n'était pas vendue aux États-Unis il y a 20 ans. La Golf Canadian Loser, mais on va avoir la version juste Loser. Tu n'as même pas besoin de préciser qu'on est Canadien, c'est la version L pour pour coûter pas cher. Le LE, 51 000. Puis là, on s'entend, c'est 5 000 $ de plus pour avoir un modèle où c'est la même mécanique, c'est la même batterie, c'est la même puissance, c'est les mêmes specs. C'est juste du luxe, mais du luxe qui t'amène à la version de base du RAV4 qui est déjà très de base. Donc, c'est quand même c'est inquiétant. Puis là, après ça, on passe au XLE All-Wheel Drive, qui est le modèle que les gens vont vouloir. 56 910, fait que 55 000 plus le transport préparation. C'est Ioniq 5, grosse batterie, 4 roues motrices. C'est le même prix qu'un Ioniq 5 traction intégrale. Puis là, je trouve ça vraiment décevant parce que je m'attendais à ce que le XLE, pas le XLE, mais la version la plus de base à traction intégrale soit vraiment moins chère que ça. Qu'elle soit comme aux environs de 40. Un peu plus, tu sais, comme les D4, 49 995. Genre. Exactement, ou 50. Mais c'est vraiment cher. Là. Puis là, le XLE Technologie va être 64 670, là, ce qui, on s'entend pour un véhicule qui est même un petit peu plus petit qu'un RAV4, là, parce qu'il est un peu moins haut, là, c'est complètement insane là, pour une version qui est pas réellement luxueuse, là, dans le sens que typiquement chez Toyota, XLE ne vient pas avec des sièges en cuir, par exemple. Mais là, ça pourrait être différent dans ce cas-ci. Fait que là, les prix sont vraiment élevés. Puis ça m'inquiète parce que on n'a pas vu le prix du Solterra encore, mais avant, juste un petit truc.
là, ça, c'est toute de la spéculation. On s'entend, oui, c'est des screenshots de quelqu'un qui a posté sur Facebook. Tu peux plus retrouver les liens, Gab, je crois. Hein? Ben c'est ça. Fait que là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Dans le fond, j'aime ça chercher des choses sur Google puis trouver exactement ce que je cherche. Fait que si j'ai cherché, en cherchant en fait RPM Web puis en cherchant le BZ4X dessus, on les voit plus ces pages-là. Donc, ils ne sont pas listés. Mais si on tape RPM Web BZ4X 64 670, qui est le prix qu'on voyait en fait là, sur ça ici, ben là, il y a un lien. C'est écrit Toyota BZ4X 2023 de RPM Web à 64 670. Fait que la page, elle a déjà existé, puis elle est encore listée dans Google. Mais quand on l'ouvre, en fait... Erreur. Ah, il y a une erreur d'interne de serveur, donc cette page-là n'existe plus. Donc, là, on est dans la spéculation, mais est-ce que RPM a diffusé des informations qui étaient sous embargo, puis ils ont retiré, ce qui est possible? Est-ce que c'est purement de la spéculation de la part des gens de RPM? C'est possible. Ce ne serait pas la première fois qu'on voit des affaires de même, parce que souvent, en tout cas, moi, généralement les guides de l'auto et autres publications, j'aime ça trouver les erreurs. Puis là, ben, si on retourne à notre petite page Facebook, on voit des choses comme la puissance 80 kW. Il y a des éléments de spécification qui semblent incohérents, ils semblent inexacts. Fait que peut-être que ça, c'était de la spéculation, c'est comme un placeholder, puis dans le fond, ça n'a pas rapport, puis ou ils ont coulé des informations qui ont accès, mais qui sont sous embargo et qui n'auraient pas dû publier. Je ne sais pas. À date, il n'y a pas aucun site majeur, disons, de nouvelles automobiles qui a publié les prix canadiens ou américains du BZ4X ou du Solterra, qui est son petit frère. Je vais faire pas une correction, mais une mise au point aussi. Puis moi, j'ai regardé, mettons, au Royaume-Uni, là où le BZ4X est en vente. C'est, dans le fond, là, quand tu regardes à équipement égal, à composant égal, batterie égale, il est vendu le même prix que le ID4, que le Ioniq 5, que le Kia V6 équivalent là-bas, que le Skoda Enyaq EV. Il est comme tout est égal, pareil, à plus ou moins 100 ou 200 livres sterling. Fait la stratégie est la même. Ben, ça fait que c'est décevant. Là. Toyota, on dit qu'ils miseraient sur le prix pour leurs véhicules électriques, puis clairement, avec le BZ4X, c'est pas ça qu'ils visent. En tout cas, ça sera pas aussi accessible que ce qu'on s'y attendait. Puis là, ça m'inquiète parce que le Solterra va être disponible seulement de traction intégrale. Ça a été établi, à moins qu'il y ait une version Canadian Loser. Mais il faudrait que vraiment, pour Toyota de laisser tomber la traction intégrale, c'est une chose. Là, pour Subaru de laisser tomber la traction intégrale. Le BRZ est l'exception, mais c'est correct. Oui, mais c'est ça. Le BRZ, c'est correct. Là, il y a des gens qui pensaient qu'un BRZ serait à traction intégrale, là, ce qui n'est pas arrivé, là, mais c'est un autre sujet. Fait que, est-ce que ça veut dire que le Solterra va être 55 000? Ça veut-tu dire que le Solterra ne sera pas admissible aux subventions fédérales, qui d'ailleurs vont peut-être changer? Là. Je pense que le gouvernement fédéral a émis l'idée dans son budget. Là. On ne dira pas chercher le budget fédéral aujourd'hui, là, mais qu'il allait... parce que de toute façon, il n'y en a pas de chiffre. Là, mais ils ont dit qu'ils étendraient la portée des subventions fédérales. Ils vont prolonger le programme de subvention de 5 000 $ pour les véhicules électriques. Puis ils vont étendre sa portée pour inclure plus de véhicules. Puis là, je pense qu'entre autres, c'est les camionnettes électriques, dont le F-150 Lightning qui sort cette année, là, que la version de base Pro, là, qui est la version essentiellement Work Truck, elle va être 58 000. Puis la version XLT, qui est celle que les gens vont acheter dans la vraie vie, va être 68. Fait que je m'attends à ce que ces véhicules-là, puis le Silverado EV, qui est en version Work Truck, est 55 000 $ canadiens, 54 000, là, je pense qu'ils vont être inclus. Ça serait comme un non-sens que ces véhicules-là, qui sont les versions électriques, des véhicules les plus vendus au Canada, ne soient pas admissibles. Quand tu regardes les règles des subventions, surtout, je pense que c'est pour le gouvernement fédéral, il y a une ligne. Si c'est un véhicule 7 passagers, le prix maximal est de 60 000 $. Fait que, ils vont probablement faire une catégorie. Si le véhicule, dans les normes de Transport Canada, est une camionnette pleine grandeur, le prix maximal sera XYZ. Une affaire de même. Ah, c'est sûr qu'ils vont trouver un loophole. Comme il y en avait un pour que la Pacifica. C'est ça, c'est mon affaire de 7 passagers. C'était comme t'as 7 passagers. Assemblé au Canada, une affaire de même. C'était une affaire comme ça. Ouais, c'était quand même spécifique. Fait que là, tout ça, bon, le Subaru Solterra, là, on va falloir voir, là, parce qu'on n'a même pas d'informations spéculatives, là, mais ça donne l'impression que soit il va être extrêmement plus avantageux à acheter en version de base à 45 000 que le BZ4X, puis dans ce cas-là, vous ne devriez pas acheter le BZ4X, vous devriez acheter un Solterra, ou il n'est pas admissible à la subvention fédérale, puis là, ça devient quand même tordu. Là, il va être plus cher dans ce cas-là que le Toyota équivalent, puis ça risque d'être problématique. Mais dans tous les cas, de toute façon, ça ne change rien parce qu'ils sont tous vendus. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui
ont précommandé des BZ4X puis des Solterra ou qui ont, par exemple, c'est ça, mis des dépôts ou des choses comme ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont déchanter. Là. Si c'est 10 000 de plus que ce qu'ils pensaient, c'est peut-être, ils vont peut-être laisser tomber le morceau, là, on verra. Oui, mais après ça, ces gens-là vont se replier sur quoi, Gab? Tout est vendu. Une Chevrolet Bolt EUV là, que tu as commandé, mettons, il y a 2 semaines, c'est rendu en janvier, si t'es chanceux, février-mars 2023. Ben, ils vont peut-être commander un autre véhicule électrique qui n'est pas encore annoncé, qu'on ne sait pas encore le prix, ou je sais pas. Là, je veux dire, ça va changer, mais effectivement, bon, avec la pénurie, ils vont peut-être commander un RAV4 Prime puis l'avoir en 2032, là, je sais pas. Au moins, lui, c'est clair qu'il est 45 000 là, en version de base. Fait que écoute, je sais pas ce qui va se passer avec ça. Puis là, ça nous amène au plus grand questionnement de c'est quoi la stratégie électrique de Toyota. Fait qu'Alex, j'aimerais ça que tu me dises c'est quoi leur stratégie ou qu'est-ce que ça devrait être. Dans le fond, je vais vous donner mon opinion. Là. Toyota, c'est un des plus gros constructeurs au monde. Puis je crois que d'un point de vue, le mot en anglais, manufacturing, d'assemblage et de chaîne d'approvisionnement, c'est les meilleurs. Avec Hyundai sont forts là-dedans aussi. Mais tu sais, Toyota, c'est immense. Leur système de production, c'est ce qui fait que leurs véhicules sont fiables, assemblés de façon simple, tous les Toyota sont pareils à la fin, puis tous les constructeurs, même Tesla, ont adopté leur technique de gestion et leur technique de design de véhicules. Tout à un certain point, okay? Mais surtout pour l'assemblage, tout le monde utilise leur technique. Mais à la fin, si Toyota, là, c'est les meilleurs pour approvisionner puis faire des véhicules just in time, tout ça, juste à temps, ben, ça devrait être les meilleurs pour faire des véhicules électriques. Pas les meilleurs véhicules électriques, mais être capable d'offrir un véhicule électrique, tu sais, comme dans le fond, dans ma tête, la Corolla des voitures électriques. L'auto électrique, c'est juste correct d'avoir. Tu sais, t'es pas dans le trouble, c'est pas la meilleure, mais t'en as une, t'es content, tu payes un bon prix, puis elle dure longtemps. Ça n'existe pas. Ben, je pense que Toyota, en fait, là, c'est une compagnie qui est. C'est tout le lean manufacturing, là. Tout ce que Toyota a mis en place, là, tout ce qu'ils ont construit comme philosophie de construction, le but au final, c'est de rentabiliser ton entreprise. Oui, absolument. Dans le fond, c'est une machine à imprimer de l'argent. C'est d'investir le moins possible, puis d'avoir le moins possible de fonds de roulement pour faire fonctionner ton entreprise puis faire de l'argent. Puis je pense que le pari qu'ils font Toyota en ce moment, c'est que il n'y a pas tant d'argent à faire que ça avec des véhicules électriques aujourd'hui. Dans le fond, ils savent qu'il va en avoir à faire. Puis, bon, la plupart des sources, là, puis de toute façon, les planètes s'alignent pour qu'aux environs de 2028. Là. Ça va peut-être un peu avant, un peu après. Là. De la période 2026 à 2030, je pense que c'est là qu'on va voir le marché être inondé de véhicules électriques de tous les constructeurs dans toutes les catégories. Mais on n'est pas encore là. Puis le coût des batteries, bon, est encore élevé, puis tout ça. Fait que je pense, et puis c'est dur à savoir, là, mais je pense qu'il y a quand même un bon nombre de constructeurs qui aujourd'hui vendent des autos électriques, puis ils font pas d'argent, ou ils perdent de l'argent. Puis, mais peut-être qu'ils développent leur techno, puis des affaires de même. Fait que je pense que ce que Toyota font, c'est qu'ils attendent, ils font le minimum. Là, dans le fond, ils ont un modèle branchable hybride. Puis là, ils vont lancer le BZ4X parce que tu veux pas, il y a des quotas dans différentes juridictions. Le gouvernement du Canada est en train de les imposer. Ben c'est ça. Fait que il faut que tu vendes des autos électriques. Fait qu'à un moment donné, ils vont en vendre un petit peu. Puis même aux États-Unis, je pense que juste avec la Prius Prime puis le RAV4 Prime, en fait, là, ils vont dépasser le nombre maximal de 200 000 véhicules subventionnés, en tout cas de véhicules électriques, peu importe, là, à un tiers de l'année de fête ou un quart de l'année de fête. Fait que Toyota, ils vendent des autos électriques, ils en vendent assez pour ne pas être pénalisés. Ils vont offrir un modèle 100% électrique parce qu'il faut qu'ils l'offrent, mais ils vont l'écouler en très petite quantité, quelques milliers par année en Amérique du Nord. C'est vraiment, vraiment des petits chiffres. Ils sont déjà tous prévendus pour la première année au Canada alors qu'on ne connaît même pas encore le prix. Puis là, tu sais, quand il va avoir vraiment de l'argent à faire puis du volume pour les constructeurs Legacy, je pense que là, ils vont arriver avec une gamme complète, peut-être. Puis ils ont une gamme complète. Là, ils ont présenté plein de concepts. Là, en fait, une genre de gamme concept, c'est un peu étrange, là, il y a quelques mois. Fait que je pense qu'ils vont arriver avec des camionnettes, puis des VUS, puis des petites voitures électriques. Puis un jour, on va voir chez Toyota ce qui sera probablement le meilleur compromis d'une voiture qui offre rien d'exceptionnel au niveau ni de la performance, ni de la recharge, ni de l'autonomie, ni rien, mais qui va être fiable puis offrir un prix raisonnable parce que ça sera ça la Corolla des autos électriques. C'est pas mais je pense que Toyota, ils sont juste pas rendus là. Puis ils présentent tout le temps des arguments comme mettons, c'est 60 kWh la batterie d'une auto électrique, ben nous, on peut faire, dans le fond, 60 hybrides avec une batterie de 1 kWh pour
l'équivalent d'une batterie de véhicule électrique. Puis si on fait 60 autos hybrides au lieu de faire 60 autos essence, ben on vient de réduire plus significativement la pollution émise dans le monde que si on avait fait un char électrique. C'est vérifiable. Ça, c'est objectivement vrai, mais ça contourne le fait qu'il pourrait faire plus d'auto électriques aujourd'hui pareil. C'est pas, je veux dire, pas Toyota, Tesla fait plus d'1 million de véhicules électriques par année, donc Toyota pourrait en dans les derniers 2 mois, Tesla a ouvert 2 usines de voitures. C'est pas des petites usines de voitures qui font des batteries et des voitures. À un moment donné, Puis Tesla, leur priorité en ce moment, c'est d'augmenter le volume sur la production des modèles déjà existants. Elon Musk l'a dit clairement. Sa priorité, c'est pas le Cybertruck, c'est pas le semi, c'est pas de sortir une Tesla pas chère. Sa priorité, c'est de sortir des Tesla. Des modèles Y puis des modèles 3, c'est ça qu'ils veulent sortir. Puis c'est là-dessus qu'ils travaillent. Puis je pense qu'on va voir la production des Tesla augmenter encore significativement dans les prochaines années. Probablement atteindre 2 millions. Probablement, ça va rendre la disponibilité de ces véhicules-là encore plus facile aussi. Ça va peut-être être les premiers à sortir du cercle infernal d'être sur une liste d'attente. De par l'augmentation significative de leur capacité de production. C'est sûr que là, ça l'est déjà un peu pour les modèles S et X, là, qui sont 4 à 8 semaines d'attente, mais je sais pas. Peut-être qu'on va le voir. Peut-être que d'ici un an, effectivement, Tesla va s'être sorti des problèmes de chaîne d'approvisionnement puis va être capable de livrer à. C'est pourquoi je dis ça, Gab? C'est parce que d'une certaine façon, les constructeurs là, sont comme ils font un peu comme Tesla. Maintenant, Tesla, en grande partie, est intégré verticalement, produit à peu près une grande partie de ses composants eux-mêmes. Giga Texas, Giga Berlin, whatever, leurs 2 nouvelles grosses usines. Ils font les cellules de batterie dans l'usine, ils les mettent dans l'auto, ils font le battery pack, ils les mettent dans l'auto. Donc, quoique ça prend des ressources naturelles, puis les faire, ça prend les matières premières. Mais tu enlèves un intermédiaire, c'est pas Panasonic, l'autre bord de l'océan qui fait ta batterie. Donc, ça va les aider éventuellement, puis c'est une question d'échelle. Tu construis de plus en plus d'usines, tu produis de plus en plus de véhicules, tu t'accélères. En fait, c'est ça l'économie. Là. C'est juste que les autres sont comme 10 ans d'avance sur tout le monde. Dans les autos électriques. Mais on parle de. En fait, là, on a parlé des modèles, là, les préventes sont. Ou pas les préventes, les commandes sont déjà fermées. Là, entre autres, je pense que le B6, c'est des gens qui semblent rapporter que tu peux pas le commander, les D4, même affaire, le BZ4X, etc., tout ça. Fait allons voir, Alexandre, je vais ouvrir le site de Tesla maintenant. Combien ça prend de temps à avoir un Tesla Model 3? Fait qu'on va prendre un Tesla Model 3 SR+, qui est celui que les gens achètent. Fait qu'on est au Canada, on parle français, parce qu'en français, s'il vous plaît. Fait que là, ça charge. Fait que là, on va cliquer sur commander. C'est vraiment bon en marketing Tesla. C'est vraiment un call to action. C'est pas comme configurer votre modèle. Commander. Commande. Tout de suite. Puis on va prendre le prix d'achat. C'est un modèle 3 qu'on veut, ce qui était le SR Plus avant. Je vais mettre sur rouge, parce que rouge, c'est beau. Puis on va prendre les roues aéro. Puis l'intérieur noir. Le plus de base possible. Juin à août 2022. Donc en fait, là, c'est ça. Là, c'est comme un 2 à 4 mois. Fait que 2 à 4 mois, c'est quand même beaucoup plus moins vite long que certains véhicules à essence. Constructeurs. C'est plus vite qu'un Maverick. C'est probablement plus vite que si tu veux t'acheter un Maverick ou un Maverick hybride. Effectivement, c'est certainement plus vite. Oh, wow. C'est plus vite qu'un Telluride, que bien des voitures. Fait que Tesla, ils sont en fait, on s'entend, là, 2 à 4 mois, c'est pas grand-chose. Typiquement, avant le COVID, il y a bien des véhicules européens que si tu veux avoir ta spec, c'est n'importe quel véhicule allemand, n'importe quoi qui n'est pas dans le cours chez Volkswagen, chez Audi, par exemple, c'était 2 mois d'attente. Tu le commandes, ils le font, ça prend 2-3 mois. Mettons 1 mois le faire, 2 mois l'expédier, puis après ça, il arrive ici. Fait que c'est 2 à 4 mois d'attente, c'est pas farfelu là, pour un véhicule que tu commandes. Mais là, on parle de combien, Gab? Ça a comme augmenté les prix. Combien ça coûte? Là, une Tesla en ce moment, ça coûte. Parce que là, on a pris juste la couleur. Mais je vais mettre une couleur standard. Mais là, de base. Un petit blanc. C'est 61 380 $. Fait qu'on félicite tous ceux qui ont des Tesla Model 3 2018 et 2019 pour l'augmentation de leur valeur marchande. Puis ça, on soustrait le 8 000 $ canadiens après taxe du gouvernement provincial. Puis on pourrait potentiellement, à déterminer, spéculation, s'attendre à ce que les subventions fédérales révisées puissent s'appliquer à cette voiture-là. Mais on n'est pas sûr. Ça va peut-être être juste les VUS ou les camions. Mais moi, ce que j'aime, en fait, c'est le Model 3 Performance. Parce que à 81 490, là, qui est 10 000 de plus que le modèle longue autonomie qui est traction intégrale, je pense celui avec lequel il faut comparer,
tu as un véhicule qui fait 0 à 3,3 secondes. Oui, effectivement. C'est qu'en fait, si tu achetais disons, une BMW série 3, tu paierais, disons, 50 000 $ pour le modèle de base, mais il faudrait que tu paies plus de 100 000 $ pour avoir une M3. Ben, un modèle 3 performance, c'est plus performant qu'une M3, puis ça coûte beaucoup moins cher. Fait que Tesla démocratise vraiment la performance. Ce qu'ils ont démontré, c'est que tu peux faire des versions extrêmement puissantes et performantes de tes véhicules quand c'est des véhicules électriques pour un prix qui est plus élevé, mais pas si plus élevé que ça. Puis deux, quelque chose que j'aime, même avec le modèle Plaid, le modèle S, tu n'as pas besoin de mettre plein d'artifices aérodynamiques laids qui scrapent le look épuré de ta voiture pour la rendre performante. Ça, c'est juste du flafla. Puis tes Mercedes faisaient pas ça avec les modèles AMG à une certaine époque, puis aujourd'hui, ils le font. Là. Fait que ça, qui ramène ça, là, de juste faire des belles voitures extrêmement performantes, je trouve ça bien aussi. Donc? Fait qu'Alex, ça fait presque une demi-heure qu'on jase, fait qu'on va mettre fin à ça, puis on espère que vous allez écouter le podcast, puis écoutez, dites-nous, est-ce que vous pensez que le Solterra va être admissible à la subvention fédérale? Est-ce que Subaru va se tirer dans le pied? Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de Toyota? Écrivez-nous ça dans les commentaires. Puis, on vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. Merci.